débordements de hooligans qui ont donné lieu à des scènes particulièrement violentes. J'ai quand même l'impression qu'il y a une aggravation ou en tout cas une amplification du phénomène. Une collègue à moi, elle est venue en jupe, ses petites bottes, etc. Et il y a un homme très 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 musclé qui lui met des coups de poing dans le visage d'une force incroyable. Salut à toutes et tous, je suis Christophe de Street Press. Il y a quelques semaines, on a publié en partenariat avec le journal L'Équipe une grande enquête sur les hooligans français. On est allé dans certains stades comme à Reims. En tout, on a dénombré 19 groupes de hooligans en activité pour 16 clubs différents. Ça va d'équipe de Ligue 1 à la 5e division. En France, on appelle aussi les hooligans les indep, et depuis un an, ils ont fait un retour fracassant dans les stades. Par exemple, en décembre 2021, ils ont participé aux violences du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. À la page des sports, les sanctions sont tombées pour l'OL 10 jours après les incidents dans les tribunes lors de la rencontre de Coupe de France face au Paris FC. Match perdu pour les deux clubs, c'est la décision de la Fédération française de football. Avant ça, il y a également eu des hools néo-nazis lillois qui ont été présents durant les affrontements lors du match entre Lille et Lens en septembre 2021. Et en mai dernier, le groupe des Mésos Reims a attaqué des ultras à Lorient avant d'afficher une croix celtique dans le stade. Ça, c'était une première depuis des années dans une enceinte française. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui sont ces nouveaux hooligans qui sont présents chaque week-end dans les stades. Et je vais vous raconter comment ils se battent parfois dans des coins paumés et à quel point ils sont pour la grande majorité ancrés à l'extrême droite. Et vous allez le voir, on est bien loin de l'image romantique d'un classique sur le sujet, le film Hooligan. You stand your ground and fight. Fight? I don't know how to fight. Just fight for someone you hate. Come on, man. Avant de commencer, faut qu'on clarifie un point. Les hooligans et les ultras, c'est pas la même chose, même si certains pensent le contraire. Parce qu'entre ultra et hooligan, disons-le, la frontière est mince. En 2019, j'ai écrit un livre sur les supporters. J'ai fait le tour de France des stades. Sur 22 matchs, j'ai surtout vu des chants et des animations en tribune. On appelle ça des tifos. Tifo géant là dans la tribune des ultras rennais. Hommage à Star Wars. Chaque club a ses supporters les plus fervents, on les appelle des ultras. Chez eux, on va pas se mentir, la violence existe, mais elle reste épisodique. Alors que pour les hooligans, la violence ça reste l'objectif principal. D'ailleurs, écoutez ce que disait le chef des Indep lyonnais dans un reportage il y a 15 ans. Moi, le football, la violence fait partie du football. Voilà, comme les ultras font partie du football, comme les supporters lambda, spectateurs, tout font partie du football. Il y a une branche violente, mais ça fait partie quand même du football. Une autre différence, les ultras se revendiquent pour la plupart apolitiques, ce qui n'est pas le cas des hools, car la grande majorité sont ouvertement d'extrême droite. Sur leurs photos, des groupes comme les Mésos Reims ou les Strasbourg Offenders font des saluts nazis et posent fièrement avec des croix gammées. En 2020, Mediapart avait révélé une vidéo dans laquelle on voit des militants chanter « Joyeux naziversaire ». Joyeux naziversaire, joyeux naziversaire. Parmi eux, on reconnaît Yann D, un membre des Mésos Reims, et Marc de Cacré-Valmenier, le chef des Zouaves. C'est un groupe parisien. C'est pas les seuls groupes qui revendiquent leur appartenance au mouvement néo-nazi, loin de là. Parfois, ça se fait de façon moins évidente. Un groupe comme la Mezza à Lyon affiche comme symbole une Totenkopf. C'est un symbole prisé par des unités SS durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi ceux qui utilisent le salut de Kühnen. C'est une variante à 3 doigts du salut nazi, comme on peut le voir sur ces photos. Dans le documentaire d'Al Jazeera Génération 8, on découvre qu'à Lille, les membres de la LOSC Army se mêlent avec les militants de Génération Identitaire. Et le LOSC, il bouge aussi avec vous politiquement Avant, ouais, mais plus maintenant. À l'époque, tu vois, tout au début de G, ouais, il bougeait un peu. Parce que tu vois, Aurélien en faisait partie. Ah, ok, ouais. Et du coup, c'est des amis à lui, tu vois. Mais maintenant, plus du tout, parce que au niveau de l'image médiatique, c'est juste pas recevable. Les hooligans ne font pas que se prendre en photo en faisant des signes nazis, ils se battent entre eux aussi. Chaque mois, des combats avec d'autres groupes sont organisés. En gros, ils se donnent rendez-vous à une vingtaine et se tapent pour le plaisir. C'est le dernier groupe debout qui l'emporte. Ils appellent ça des fights. En mars 2022, 120 hooligans se sont fightés dans une zone industrielle de Reims.
D'un côté, en noir, 70 à 80 membres de plusieurs groupes. Les Mesos Reims, la Campsite Tolosa, le Cop of Boulogne et les Zouaves Paris. Et de l'autre, en blanc, il y avait une bande de 45 Hools, des Strasbourg Offenders, des Brisac Nancy et de Rouen. Le combat a été très violent, 3 minutes de coups de ceinture et de coups de poing américains. L'un des hooligans a même été blessé par un coup de couteau. C'est le groupe rémois qui a gagné. C'était une revanche d'une autre fight organisée plusieurs mois plus tôt à Kichetet, un village alsacien. Là-bas, des Strasbourg Offenders avaient démoli des Mesos Reims, comme on le voit sur cette vidéo récupérée par Rue 89 Strasbourg. Des fights comme celle-là, ça ressemble plus au hooliganisme d'il y a 15 ou 20 ans. À l'époque, les combats se faisaient dans ou aux abords des stades le jour du match. Et d'ailleurs, c'est typiquement le genre d'image qu'on a en tête quand on pense aux hooligans anglais. Désormais, les combats en tribune ou aux abords ont presque disparu. La norme, c'est maintenant plutôt de se retrouver en forêt ou dans des zones industrielles. Et forcément, on retrouve toutes ces bagarres sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le sociologue spécialiste du supporterisme Nicolas Orcade qui nous l'explique. À mesure que la réponse policière et des autorités publiques se renforce, il est de plus en plus difficile pour les supporters violents de se battre dans les stades, donc ils s'éloignent. Et du coup, ça transforme un peu le profil des hooligans, devenus en quelque sorte des professionnels de la violence. Concernant les réseaux sociaux, moi je pense pas que ça a une incidence majeure sur la nature des conflits et des bagarres entre hooligans. En revanche, ça donne une visibilité pour un public un peu plus large. Il y a toujours eu des réseaux, des sites, des forums internet depuis le début du XXIe siècle où les groupes s'échangent, s'informent, on sait ce qui se passe pour ce petit monde. Maintenant, des gens qui connaissent les sites et qui sont extérieurs à ce monde peuvent trouver des vidéos, peuvent les diffuser, et donc ça donne une visibilité plus grande à un phénomène qui est relativement underground et qui reste tout à fait marginal. Mais les envies d'en découdre de ces hooligans ne s'arrêtent pas au football. Ils visent aussi désormais les mouvements politiques. En février 2022, les Strasbourg Offenders ont par exemple attaqué une table ronde sur le fascisme en Alsace. Avant ça, en novembre 2020, ils avaient violemment frappé des militants en marge d'une manifestation contre la loi sécurité globale. Guillaume Kremp est un journaliste de Rue 89 Strasbourg. Il a justement enquêté sur les violences commises par les Offenders. C'est quelque chose qui existe depuis des années, cette rivalité et ces attaques, encore une fois, des hooligans néo-nazis à l'égard des forces de gauche, en particulier les forces antifa. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une aggravation ou en tout cas une amplification du phénomène, notamment du fait d'une bagarre en pleine manifestation. Dans l'histoire de Strasbourg, il me semble que c'est du jamais vu. Ce genre d'attaque, ça arrive régulièrement. Par exemple, à Reims, les Maisons ont attaqué 8 fois un local associatif proche de la gauche radicale entre 2015 et 2018. Dans un article de Street Press de 2020, des habitués nous ont raconté comment les Mesos avaient saccagé le local et agressé les personnes présentes. Ils les avaient aussi menacés, je cite, de les buter et de cramer leur baraque. Parfois, les groupes de hooligans s'allient. Par exemple, en 2019, les Mesos Reims, les Zouaves Paris et les Strasbourg Offenders avaient attaqué le cortège du NPA lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Mais l'attaque qui a eu le plus d'impact médiatique est probablement celle de Villepinte. Souvenez-vous, en décembre 2021, Éric Zemmour organise son premier grand meeting de campagne au parc des expositions de Villepinte. C'est l'un des moments marquants de la campagne présidentielle. Kira Guedab et une dizaine d'autres militants de SOS Racisme parviennent à s'infiltrer et tentent une action pacifiste pour perturber le meeting. On est allé dans le meeting d'Éric Zemmour pour faire cette action pacifique en enlevant notre pull et en montrant nos t-shirts qui formaient la phrase « Non au racisme ». À ce moment-là, ils sont sévèrement attaqués par plusieurs membres des Zouaves, le groupe parisien dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Les images avaient beaucoup tourné dans les médias et sur les réseaux à l'époque. Kira et ses amis sont vraiment victimes d'un déferlement de violence. C'est la plus violente scène qui a eu lieu en arrière-plan du discours du candidat, bataille rangée au fond de la salle entre des militants de SOS Racisme et des pro-Zemmour. L'un d'eux a asséné plusieurs coups de poing à une femme. Une collègue à moi, elle est venue en jupe, ses petites bottes, etc. Et il y a un homme très 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 musclé qui lui met des coups de poing dans le visage d'une force incroyable. On les repère très 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 facilement. Après ces violences, les Zouaves Paris ont été dissous par le gouvernement.
mais ça ne les empêche pas du tout de continuer à se voir pour des combats entre hooligans. Au moins la moitié des groupes hooligans qu'on a identifiés sont impliqués dans des agressions en dehors des stades et sans lien avec le football. Et pourtant, ils continuent la plupart du temps à avoir accès au stade, ce qui nous fait dire que les clubs ne se sentent finalement pas très concernés par ce problème. Pour cette enquête, on a interrogé une 50aine de clubs, et pourtant seulement 7 nous ont répondu. Guillaume Crème s'est heurté au même silence quand il a enquêté sur les Strasbourg Offenders. Moi, j'ai toujours l'impression que pour le club, c'est finalement un problème assez secondaire. Les hooligans néo-nazis de Strasbourg Offenders, la ligne du club étant que ce qui ne se passe pas à l'intérieur du stade ne les intéresse pas. Quand ils répondent, les clubs disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, car une fois que les indeps sont en dehors du stade, c'est aux autorités d'agir. Et à ce niveau-là, peu d'enquêtes ont été lancées. Par exemple, celle contre les Mésos-Reims à Lorient pour la Croix Celtique est au point mort. Et pour les fights à Strasbourg, il n'y en a souvent pas. Pour le spécialiste du supporterisme Nicolas Orcade, le hooliganisme ne dérange pas le monde du foot car finalement c'est considéré comme un problème très lointain. Aujourd'hui, les groupes de hooligans purs et durs, finalement, sont pas une préoccupation majeure pour l'ordre public et pour le monde du football, puisque c'est des bagarres qui ont lieu loin des stades, dans des lieux isolés, parfois sans public, alors que les incidents qui se produisent dans les stades ont une beaucoup plus grande visibilité, même s'ils sont beaucoup moins graves. Et finalement, les incidents entre ultras ont une plus grande visibilité parce que les incidents entre groupes ultras ont plus souvent lieu aux abords des stades ou en centre-ville, à des endroits où c'est visible, alors que les hooligans se battent dans des zones industrielles, en forêt, finalement personne ne le voit. Et donc ça dérange pas grand monde puisqu'il n'y a pas d'information spécialement du grand public sur ces faits. Et comme on l'a vu à Villepinte, les agissements de ces hooligans ont pourtant un impact bien réel. À la suite de ce meeting, les jours qui ont suivi ont été assez compliqués pour l'ensemble du groupe. On a tous eu des gros troubles du sommeil, on n'arrivait pas à dormir correctement, beaucoup de cauchemars, donc il y a eu des conséquences assez importantes. Dans la nuque, moi je suis restée bloquée pendant plus d'une semaine, j'arrivais plus à bouger, tout le dos, le cou, l'épaule, j'étais bloquée de A à Z. Et enfin, ils impactent évidemment les supporters de foot, notamment sur la régression de leur liberté. En France, chaque week-end, il y a des déplacements de supporters qui sont interdits ou limités par les autorités. Pour moi, c'est absolument clair que ce hooliganisme a un impact négatif sur l'activité des ultras, puisqu'effectivement, ces combats peuvent être mis en avant par des décisions préfectorales qui vont interdire ensuite, lors de déplacements, le fait de porter les couleurs du club. Et ça, encore une fois, c'est une interdiction qui est motivée par les violences exercées par ces hooligans. Donc le lien entre ces combats et la répression de l'État vis-à-vis des ultras est on ne peut plus clair. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée.